Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau épisode de 1000%. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hermès. On va parler méditation. Bonjour Hermès, ça va? Bonjour, oui, ça va super bien. Merci beaucoup de nous faire le privilège de venir. On te laissera te présenter ensuite pour les auditeurs. Merci parce que on a vraiment de la chance de t'avoir aujourd'hui. Les gens comprendront après ton introduction et ta présentation la chance qu'ils ont aussi de t'écouter. Et je suis en compagnie de Vincent, bien sûr. Ça va Vincent, la forme? Ça va, super, très content d'être là. Mais ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un épisode un petit peu captivant, peut-être un peu plus que d'habitude. Moi, j'ai hâte parce qu'on va parler d'un sujet qui est, qui devient un petit peu commercial presque. On n'en Mhm. parlera pas forcément, hein, mais on va parler On de peut, on peut en parler. ouais, on verra plus tard. On va parler de la méditation. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, on a envie de s'y mettre, mais comme on en parlait avec Vincent aussi, on n'a peut-être pas les clés aussi pour savoir comment débuter, comment se lancer, combien de temps le faire. Donc là, dans une première partie, on va essayer de justement voir les mécanismes, un petit peu la compréhension, qu'est-ce que c'est la méditation, ses effets aussi sur le corps, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dessus. On a vu à Vincent qu'il y en avait pas mal qui avait été bien sûr créé, donc sur notamment la gestion du stress, on en reparlera. Et après, la seconde partie, ça va être d'essayer concrètement comment se lancer dans la méditation. Hermès va justement nous donner des clés pour essayer de se lancer, comment faire, à quoi est-ce qu'il faut faire le vide, est-ce qu'il ne faut pas faire le vide, est-ce qu'il faut respirer. Donc essayer de comprendre un petit peu ça pour pouvoir se lancer. Et ensuite, on aura même la chance de faire une petite initiation avec Hermès. Donc, je te laisse te présenter pour nos auditeurs de 1000%. Et avant toute chose, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo, déjà nous dire si vous faites de la méditation ou pas. Ça sera très intéressant d'avoir ce retour. Je te laisse te présenter, Hermès. Alors, est-ce qu'on a 4 heures? Là, on vient de faire le bac de philo il y a quelques jours, donc c'est bien de On me a donner 4 heures. 4 heures pour ça, c'est génial. Donc, effectivement, je m'appelle Hermès Garanger. Parler de méditation sans revenir sur mon parcours, c'est un peu compliqué. En tout cas, pourquoi je parle de méditation et pourquoi j'en parle avec peut-être autant de passion. En fait, je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain et j'ai vécu 20 ans dans un monastère entouré de lamas tibétains, donc d'enseignants du bouddhisme tibétain. Donc, j'ai pas appris la méditation comme ça un matin en lisant un bouquin ou en écoutant une application. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et à l'âge de 15 ans et demi, quand je vivais au monastère, donc en Bourgogne, j'ai demandé à mes parents de faire une retraite de méditation, une retraite qu'on appelle la retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours, une retraite traditionnelle telle qu'elle était enseignée au Tibet à l'époque et puis maintenant plus dans les pays d'Asie comme l'Inde et certains pays occidentaux. Et donc mes parents ont accepté que j'arrête mes études pour pouvoir faire cette retraite entre 15 ans et demi et 19 ans, donc ce qui fait que j'étais la plus jeune femme occidentale au monde à tenter cette expérience. Une retraite, on est coupé du monde pendant 3 ans. Donc moi, j'ai fait cette retraite avec 9 femmes de 7 nationalités différentes. Une argentine, une polonaise, une anglaise, une italienne, une américaine et quelques françaises. Et le programme de retraite, c'est 14 heures de méditation par jour. Donc chacune dans une petite cellule de 9 mètres carrés où on est complètement coupé du monde, donc pas de télé, pas de journaux, pas de radio, pas de nouvelles extérieures, très très peu de courriers de nos familles qui nous disent que tout va bien pour ne pas nous déranger dans la méditation. Donc c'est vrai que parler de méditation sans se dire mais où est-ce qu'elle a appris, ça pourrait paraître assez banal. Et en fait, le fait d'avoir vécu 20 ans dans un monastère, d'avoir fait cette retraite si jeune et sortir de la retraite à 19 ans pour obtenir le titre de lama, ça veut dire enseignant du bouddhisme tibétain. Euh, voilà, donc en tant que femme et étant lama occidentale, c'est assez peu courant. Et c'est vrai que la méditation m'anime. Alors pendant la retraite, on fait à peu près 16 000 heures de méditation pendant les 3 ans. On va dire que dans le bouddhisme tibétain, on parle de 84 000 sortes de méditation. Donc on est assez loin on va dire de la pleine conscience. On a l'impression que c'est la méditation unique qu'on lit dans les médias, dans les magazines, dont on nous parle tout le temps. Et venant du bouddhisme tibétain, c'est vrai que les 84 000, on les médite pas et on les pratique pas toutes en retraite, mais on en voit à peu près 200 différentes. Donc voilà, donc parler de méditation pour moi c'est quelque chose qui m'anime. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des recherches de neuroscientifiques sur la méditation. Et donc avec 30 000 heures de méditation au cours de ma vie, effectivement j'ai pu
participer aux recherches de l'INSERM en tant que, on va dire, cobaye, expert en méditation pour les équipes d'Antoine Lutz. Ça sera hyper intéressant justement d'en parler. Vincent, vas-y, tu peux. Et Hermès, pour approfondir un petit peu ton parcours, pour donner un petit peu le contexte, je crois que tu restais 20 heures en tailleur par jour. Donc tu dormais même en tailleur. Et ma question serait comment tu te places, vu que c'est un enseignement qui est millénaire, plus de 2500 ans, que tu es une femme occidentale. Voilà, Mhm. comment tu te places sur cet enseignement? Alors c'est vrai que concernant les nuits, effectivement, on dormait dans cette forme de, on appelle ça une caisse de méditation, donc d'1 mètre carré en bois. Donc la journée, on avait une planche pour poser les textes en tibétain et le soir, on retirait cette planche, on la remplaçait par une couette, mais on restait assis en tailleur pour continuer à garder cette forme de lucidité et de concentration, même la nuit. Donc on dormait effectivement assis pendant 3 ans. Ensuite, comment je me place? Mais c'est vrai que étant lama, femme occidentale, parlant tibétain, j'ai grandi entre l'Orient et l'Occident avec la culture occidentale, mais la sagesse orientale. Et c'est vrai qu'en tant que femme, il faut trouver aussi sa place. C'est quand même un monde. Quand on va dans les monastères, il y a beaucoup d'hommes. On a l'impression que l'enseignement est réservé un peu plus aux hommes, en tout cas en Asie, qu'aux femmes. Il existe très peu de centres de retraite de 3 ans pour les femmes. Donc en Asie, il doit en exister 2. En Occident, beaucoup plus. On essaye de construire un centre pour les hommes et en parallèle un centre pour les femmes. Donc c'est qu'il y ait une forme d'égalité. Mais c'est vrai que en sortant de retraite, quand j'étais vivre en Inde pendant 3 ans, j'arrivais avec ma tenue de lama, donc tout en Bordeaux. Parlant tibétain et j'ai vécu 3 ans à côté de Darjeeling dans un monastère et d'arriver comme ça en disant oui je suis lama et en Occident les femmes ont aussi accès à ça, à la spiritualité, à l'enseignement, à la pratique. Ça paraissait complètement improbable pour de se dire waouh comment c'est possible de pas avoir le crâne rasé. Donc on m'a rasé la tête pour rentrer en retraite, mais 3 ans plus tard, quand je suis arrivée en Inde, parlant tibétain, les cheveux longs, blonde aux yeux verts et habillée comme eux, ça paraissait complètement improbable. Et ensuite de parler des pratiques de retraite en disant mais moi j'ai fait telle méditation et les lamas d'Asie me disaient essayer de me poser des questions, des pièges pour voir si j'avais vraiment fait la retraite. Est-ce que j'ai vraiment fait le même programme et tout. Et ils étaient assez étonnés de voir qu'une femme, en tant que femme, on peut avoir accès à ça en Occident. Par rapport à ton parcours et ta vision du monde, en quoi cette retraite, elle a impacté ton... Est-ce que tu as une vision du monde différente entre avant et après? Est-ce que tu pourrais justement nous donner ce qui a un petit peu impacté ton quotidien après cette retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours? Alors c'est vrai que j'étais jeune, à 15 ans et demi, on peut se dire d'apprendre à méditer quand tout va bien, à quoi ça sert? Et en même temps, je me rends compte que voilà, 30 ans plus tard, quand je donne des conférences ou des ateliers en entreprise, je me rends compte que les gens viennent me voir en disant j'ai commencé à méditer parce que suite à une rupture, parce que je suis malade, un burn-out, une dépression, etc. Et j'ai eu la chance moi d'apprendre à méditer quand tout allait bien. Donc finalement, je me pose la question pourquoi attendre d'être mal pour commencer à aller bien? Pourquoi attendre d'être mal pour commencer à méditer? C'est un peu ce que je reproche entre guillemets à l'Occident, c'est de se dire on attend toujours d'être un peu mal pour commencer à faire du sport, d'être mal mentalement pour penser à sa santé mentale, d'être mal pour commencer à méditer, à respirer, à faire du yoga ou plein de techniques, alors que ça pourrait être simplement une hygiène de vie et pourquoi ne pas apprendre ça quand on est jeune ou même à l'école. Donc effectivement, ça a un impact énorme sur mon quotidien. J'ai fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire d'apprendre à méditer quand tout va bien. Pour moi, c'est vraiment le fondement de ma vie. J'ai construit mon adolescence et ma jeune, mes jeunes années d'adulte sur cette retraite. Et finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment un socle hyper solide avec des vraies valeurs. Et puis méditer, pour moi, c'est pas juste se détendre ou se décontracter. C'est vraiment il y a une forme d'engagement. J'écris le mot méditer avec un M majuscule. Il y a une forme d'éthique. C'est pas être simplement bien sur son coussin et puis se relever et être quelqu'un de négatif dans la vie. C'est essayer de faire en sorte que la méditation ou ce que j'ai appris dans la retraite déteigne sur mon quotidien et sur ma vie.
Donc là, c'est là qu'on voit si oui ou non il y a des bienfaits à cette retraite. Et vas-y, Vincent. Et cette retraite, en t'écoutant, je me demandais si c'était une expérience donc fondatrice, on a compris, mais est-ce que ça a été difficile? Est-ce que, par Mhm. exemple, nous, dans nos vies, on peut rencontrer des choses difficiles et des petits détails du quotidien deviennent beaucoup plus faciles? Est-ce que toi, ça a été une expérience difficile ou finalement, tu es la virtuose de la méditation et t'étais juste en épanouissement? Alors difficile, moi je dirais que c'était plus difficile par rapport aux conditions, c'est-à-dire de dormir assis, d'être coupé du monde, de vivre dans une petite cellule de 9 mètres carrés. Alors moi j'ai intégré le centre de retraite dans les derniers. Une des femmes s'est désistée, on m'a proposé sa place. Donc ça s'est fait vraiment en 72 heures, très très vite. Je me suis pas vraiment préparée peut-être aussi longtemps que toutes les femmes qui venaient du bout du monde pour faire cette retraite. Donc moi j'étais complètement plongée dedans très vite, sans anticiper, sans me dire mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que si? Est-ce que ça? J'étais vraiment entre guillemets dans l'instant présent de ce qui se présentait à moi et j'étais vraiment dans cette forme d'émerveillement à la découverte de soi, des émotions. Donc, quand on travaille on parle de 200 pratiques différentes en retraite. Certaines pratiques suscitent, on travaille sur la colère, la jalousie, la saisie, l'attachement, la mort, la vie, la douleur, la peur. Et puis aussi sur des belles valeurs comme la compassion, l'empathie, l'amour, la bienveillance, la légèreté, la joie, etc. Donc de travailler tout ça pendant 3 ans, on a l'impression d'être comme dans une machine à laver en mode essorage. On n'a absolument aucun recul sur les bienfaits de la méditation. Et c'est quand on sort qu'on se dit tiens finalement j'ai une vision de la vie, une vision des choses complètement différente, avec une prise de recul, de se dire mais quelle est la priorité des priorités, quel est le sens des choses, le sens de la vie, qu'est-ce qui m'émerveille au quotidien, de quoi je me nourris au quotidien dans le sens de quoi je nourris mon cerveau et mon esprit. Comment je continue à cultiver la curiosité, l'écoute, l'attention. Donc j'ai une vision des choses et de la vie d'une manière, je dirais peut-être différente des autres. Alors est-ce qu'il y avait un avant et un après la retraite? Je sais pas parce que j'ai grandi dans le monastère entouré de lamas et c'était déjà magnifique. Mais je pense que quand on est confronté à la vie active, le monde tel qui nous entoure avec les hauts, les bas, les crises, les guerres, les conflits, la violence et tout ce qu'on voit, euh, malgré tout, j'arrive à garder une forme d'optimisme, d'espoir, quelque chose de positif. Et donc je pense que c'est aussi cette prise de hauteur qui me permet de voir les choses comme ça. Moi, j'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est un petit peu l'entraînement de nos émotions? C'est vrai qu'on a souvent la méditation, et souvent on se dit, ben, moi je suis peut-être colérique, j'ai des défauts, et souvent on entend, ben, c'est mon caractère. Est-ce que Mhm. justement la méditation, c'est pas quelque chose qui va nous permettre un petit peu de modifier ce caractère un petit peu inné qu'on a, Bien et de sûr. le modifier en essayant d'aller chercher peut-être des émotions plus positives? Et est-ce que tu pourrais peut-être nous définir ce que tu appelles des émotions négatives et ce vers quoi il faut tendre, s'il te plaît? Mhm. Alors c'est vrai que en tout cas, dans le bouddhisme tibétain, méditer veut dire entraîner son esprit. Donc, on s'entraîne comme un sportif qui va s'entraîner à taper dans la balle comme Nadal. Il va s'entraîner tous les jours, alors qu'il est déjà champion. Il continue cet entraînement. Le méditant, lui, va continuer à s'entraîner perpétuellement parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est jamais terminé cet entraînement sur soi et sur l'esprit. Après, effectivement, quand on médite sur les émotions, on pourrait dire que par exemple, quand on éprouve, on ressent de la colère, on pourrait se dire d'un côté de la balance, il y a la colère. Mais simplement méditer, s'asseoir sur un coussin, fermer les yeux et attendre que ça passe. En général, on s'assied 3 minutes, on se relève et on a continué de cogiter sur la colère, la raison, pourquoi on était en colère, ou la personne, ou la situation. Et on se relève 3 minutes plus tard et on est toujours en colère. Ou on a du mal à essayer de sortir de cette colère. Alors que quand on médite, en tout cas avec les formes de méditation que j'ai apprises, c'est quand on éprouve de la colère, on met la colère d'un côté de la balance, mais de l'autre côté, comment on va contrecarrer cette colère. Donc, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer la colère? Ça pourrait être l'amour, la bienveillance,
la compassion. Donc, une des méditations, par exemple, c'est penser à la personne qu'on aime le plus au monde au moment où on est en colère. Et de penser à la personne ou à une personne qui est encore là physiquement ou qui n'est plus là, un être cher, et de rester concentré sur ce ressenti, de développer de l'amour pour la personne qu'on aime le plus au monde, de quitter le mental et d'être vraiment dans le ressenti du corps, et de se dire ouais, j'en ai presque la chair de poule, je suis remplie de cet amour pour mon enfant, pour la personne que j'aime, et de rester dans cet état méditatif d'amour ou de compassion. Et finalement, quand on fait ça pendant 3 minutes et qu'on revient ensuite à notre activité, on se dit, mais la colère que j'ai éprouvée il y a 10 minutes, elle est où? Elle paraît tellement plus légère par rapport à cet amour qu'on a développé, elle paraît insipide. Donc, une personne qui aurait tendance à être colérique, j'aimerais lui conseiller de méditer comme ça sur des formes de méditation qui apaisent ou qui vont contrecarrer cette nature qu'on pourrait dire colérique. Pour moi, il n'y a pas vraiment une nature timide, colérique, et ça on le verra plus tard par rapport aux neurosciences et ce que j'ai appris aussi. Je pense qu'on peut tous méditer sur des approches différentes. Une personne qui serait triste, elle peut méditer sur la joie. Une personne qui n'aurait pas confiance en elle, elle pourrait méditer sur la confiance en soi. Et donc c'est juste une forme d'équilibre, rééquilibrer les choses. Tu vois, on discutait de toi en préparant l'interview avec Alexandre. Et on se demandait si finalement cette mise en action, hein, j'ai découvert ça avec toi, hein, moi j'ai tenté enfin je médite un peu, mais j'étais plus en silence, tu vois, Mhm, mhm. sans mise en action, c'est vraiment toi qui m'a mis la puce à l'oreille, comme quoi c'était un entraînement, donc je suis beaucoup plus en action. Et la question qu'on se posait, c'est finalement, on s'entraîne vers des valeurs positives, mais est-ce qu'on peut aussi s'entraîner vers les valeurs négatives, c'est-à-dire moi j'ai un problème avec ma colère, je vais venir travailler sur ça, ou est-ce qu'on vient juste compenser avec des valeurs, on va dire contradictoires, plutôt positives Non, on va travailler sur chacune des émotions, c'est-à-dire de se dire là, je ressens de la colère. Je la ressens où? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça monte? Je bouillonne? Est-ce que c'est une situation extérieure? C'est un mot, une personne, une parole? Voilà, et ça peut être une forme d'injustice. Euh, il y a mille raisons pour lesquelles on pourrait se mettre en colère. Et c'est justement hyper intéressant de se dire, je laisse monter le truc, où est-ce que je ressens ça? Et de pas exploser, de rien dire et d'observer et d'être vraiment dans l'expérience. Pareil pour une peur, d'être dans cette forme d'expérience et de se dire, cette colère, elle vient d'où? Elle est où? Est-ce que je peux l'attraper? Est-ce que je peux la saisir? Finalement, elle est nulle part. Elle est comme un nuage dans le ciel. Il y a rien de physique à part le ressenti dans le corps ou cette forme d'agacement, et de respirer et presque d'intégrer cette colère à la pratique et de se dire ok, là je suis en colère, cette personne m'a mise en colère, peut-être que il y a quelque chose qui résonne en moi ou que ce qu'elle m'a dit ça réveille quelque chose en moi, mais est-ce que juste de rester comme ça, essayer, parce que c'est pas évident quand on a envie d'exploser, mais de dire là ça bouillonne, mais je vais juste observer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, et de laisser passer. Et finalement, on va se rendre compte que si on saisit pas cette colère, si on saisit pas l'émotion, si on met pas le feu, elle explose pas en fait. Elle est là, on l'analyse, on décortique d'où ça vient, où elle est, où est-ce qu'elle passe. Et petit à petit, c'est de jouer avec, de l'analyser, de la décortiquer. Et finalement, oui, pour moi, c'est plus un jeu qu'autre chose. Pareil pour Est-ce que la tu as jalousie. Est-ce que tu as des outils justement pour décortiquer un petit peu ces émotions? Tu parlais de la jalousie justement. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu dans le détail pour nous donner un petit peu des clés justement pour les décortiquer un petit peu mieux et aller un petit peu se parler à soi-même et chercher le pourquoi du comment? Oui, par exemple, quelqu'un qui serait jaloux, on pourrait se dire, alors je vois beaucoup les jeunes qui se comparent avec les réseaux sociaux sur TikTok, sur Insta, les filles sont plus jolies que moi, le machin il est parti en vacances et c'est mieux que nos vacances. Il y a toujours une forme de comparaison, d'insatisfaction, les gens sont envieux, voilà, je trouve que ça éveille beaucoup de choses pas très agréables, les réseaux sociaux. Et quand on ressent cette forme de jalousie, de se dire, pour moi, c'est un manque de confiance en soi. Si je suis jaloux de ce que l'autre a, mais l'idée de contrecarrer ça, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai de positif?
Je suis en bonne santé. Et, dans le bouddhisme tibétain, on parle beaucoup du précieux corps humain. Prendre soin de son corps humain, sa précieuse enveloppe corporelle. Donc je suis en vie, je vais bien, je mange bien, j'ai un toit, j'ai une famille qui m'entoure, ou alors j'ai des amis, ou alors j'ai un travail, je suis beau, ou je suis belle, mais de chercher le positif plutôt que aller regarder ce qu'on n'a pas. Parce que c'est cette forme d'insatisfaction, l'esprit sera de toute façon insatisfait éternellement il a aucune limite, il est vaste, il est illimité, il est comme, on va dire, comme le ciel. Donc c'est difficile de satisfaire quelque chose qui est illimité. Donc pour contrecarrer ça, c'est de travailler sur la satisfaction ou le contentement pour dire mais en fait c'est vrai que tout va bien, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ou alors je suis bien intérieurement et pourquoi être envieux? Donc c'est très intéressant de commencer par une analyse avant même de se poser, de fermer les yeux, de dire ok je suis jaloux, je médite. Non, c'est se poser, mais déjà utiliser le mental pour analyser, décortiquer. Et après, on peut peut-être fermer les yeux, respirer, se pacifier. Et puis, pour moi, c'est un entraînement. Et la fois d'après, quand on sera jaloux, ça durera peut-être moins longtemps. Et à force d'entraînement, on peut basculer d'un état à un autre, voilà, en 30 secondes, en se disant, OK, là, je suis jaloux. Et pourquoi? Hop, allez, hop, c'est fini. Et pour moi, c'est un vrai entraînement. Et tu vois, quand on a des petits soucis comme ça, par exemple, on va prendre la jalousie, ben, on essaye généralement de résoudre à travers notre outil mental. Tu vois, on est plutôt dans nos pensées. Et toi, tu fais appel aux ressentis, aux émotions. Oui. Comment on fait pour finalement passer d'un travail mental avec nos pensées et venir chercher nos émotions, notre ressenti, vraiment ce qu'on vit? Mais c'est vrai que le mental, il aurait tendance tout de suite à réagir. On nous parle mal, tout de suite on a envie de répondre sous l'effet de la colère. Et donc le fait de d'intégrer et de se poser, on est ni dans la réponse, ni dans la méditation où on ferme les yeux et on attend que ça se passe. On est entre les deux et se dire ok j'entends, mais où est-ce que ça résonne chez moi? Est-ce que ça me fait battre le cœur? Est-ce que j'ai les mains moites? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que j'ai envie de répondre? J'ai envie de fuir, de combattre, d'attaquer? Donc c'est hyper intéressant de voir dans le corps ce que ça nous donne comme sensation. Et ensuite de s'apaiser. Alors peut-être qu'avant de méditer, il faudrait peut-être juste se dire, je vais me concentrer sur la respiration et faire par exemple de la cohérence cardiaque pendant 3 minutes. Inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes et on fait un cycle comme ça pendant 3 minutes. Juste pour que pour contrecarrer le rythme cardiaque qui s'est accéléré, retrouver un rythme normal. Et ensuite, une fois qu'on est apaisé en termes on va dire physiquement, là, on peut peut-être aussi s'occuper de l'esprit et pacifier l'esprit. Mais pour moi, c'est vrai que déjà pacifier le corps, c'est déjà super important. Est-ce qu'au niveau de la méditation, il y a des grands, pas des objectifs, je veux dire, mais c'est vrai qu'on va parler après des bienfaits, mais tu parles de sans espoir ni crainte, tu dis aussi qu'il Oui. faut laisser un petit peu passer, glisser les émotions. Est-ce qu'il y a des principes clés comme ça qui sont essentiels à connaître avant de méditer? Mais l'idée, c'est de ne surtout pas euh, méditer pour atteindre quelque chose. C'est-à-dire que alors c'est aussi un peu une déformation occidentale. On a souvent tendance à dire la méditation, mais ça dans du développement personnel, alors que pour moi la méditation n'a rien de personnel. Pour moi c'est une démarche altruiste. De travailler sur soi, c'est pour mieux comprendre les autres, pour être peut-être plus utile à la société, plus conscient par rapport à l'environnement, etc., etc. Donc pour moi, la méditation, c'est vraiment une démarche altruiste et non pas une démarche personnelle. Ensuite, quand on médite, si on voit dans les magazines, par exemple, méditer pour arrêter de fumer, méditer pour s'endormir, méditer pour maigrir, etc. Alors que dans le bouddhisme tibétain, c'est vraiment méditer, c'est un travail sur soi, mais dans le but d'aider les autres. Et si on s'assied sur le coussin en disant alors là je veux méditer pour atteindre pour remporter un appel d'offres, je veux méditer pour conquérir une compagne ou un compagnon et non, l'idée c'est juste de rien attendre, l'expérience méditative elle arrivera ou pas,
mais il faut pas s'asseoir avec un objectif. On n'est plus dans le mental. Quand on médite, on bascule dans un autre état. Je dirais, alors moi je parle d'esprit, mais ça pourrait être le cœur, la profondeur, l'introspection. Pour certaines personnes, diraient l'âme. Mais on est ailleurs que dans le mental. Et ailleurs que dans le mental, il n'y a pas d'objectif. L'objectif, il est dans le mental, c'est nous, on se fixe des choses. Mais quand on est dans le cœur, on est simplement là, on est présent, on est rempli de quelque chose, de cette forme d'amour, de compassion, de bienveillance, d'écoute, de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'émerveillement. Mais quand on s'émerveille de quelque chose, on n'a pas un objectif de s'émerveiller plus. On est juste émerveillé, par exemple, devant un paysage. Et ça suffit, et ça nous comble, et c'est merveilleux, et il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, l'état méditatif, c'est ça. Et tu vois, t'as commencé l'épisode en me disant, moi, je parle de méditation avec passion. J'avais envie de te reprendre avec compassion, sûrement. C'est vraiment le mot qui revient souvent. Oui, Est-ce que tu pourrais nous définir la différence entre compassion et empathie? Et oui. finalement, en t'écoutant, tu disais qu'on n'avait pas d'objectif à méditer, mais tu parles beaucoup de cohérence, de développer, voilà, une ouverture d'esprit qui nous mène vers une cohérence dans notre vie. Alors pour moi, les bienfaits de la méditation viennent naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette retraite de méditation, déjà, on n'a pas le programme, donc on sait qu'on va méditer, qu'on va nous enseigner plein de méthodes de méditation, mais on rentre pas pour obtenir ci ou obtenir ça, ou tel degré, tel niveau, etc. Donc, c'est simplement se laisser porter par cette forme d'état méditatif ou de ce qui va se passer, d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque instant. Ensuite, quand on parle de compassion et d'empathie, on n'a pas forcément la même définition qu'en Occident. Pour nous, la compassion, c'est vraiment développer tout ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de soi, cette forme d'amour, de compassion, de bienveillance, d'amour inconditionnel, et d'envoyer vers l'extérieur. Alors que l'empathie, c'est prendre la souffrance des autres sur soi. Et en fait, la différence, je me suis rendu compte de cette nuance et de cette grande différence quand j'ai participé aux recherches à l'INSERM de Lyon, ou lors d'une expérience, alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je sais pas, alors où est-ce qu'il faut garder ça pour tout à l'heure ou pas? Non, mais tu peux en parler, il n'y a Peut y aucun aller, Ok. ouais. souci. Alors donc du coup à l'INSERM, j'ai passé 6 jours branchée de la tête aux pieds presque, avec 64 électrodes sur la tête et puis les organes aussi branchés avec des électrodes un peu partout, sur les paupières, le visage pour un peu voir mes expressions, mon ressenti et tout. Et dans l'une des expériences, il fallait rester 3 heures dans une salle, dans une petite pièce dans le noir, enfermée. Et pendant 1 heure et demie, on m'a demandé de méditer sur la compassion et l'autre heure et demie sur l'empathie. Et donc, sur le papier, il n'y a pas de souci, super. Sauf qu'avant de rentrer dans cette petite pièce, on me pose quelque chose sur les mains et en fait, on m'explique qu'on va m'envoyer des décharges électriques dans le bras pendant 3 heures. Ok, donc là, ça commence à, le cœur Sympa. commence à battre, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Bon, de toute façon, j'étais là, donc je vais aller jusqu'au bout de l'expérience. Et en fait, dans cette petite pièce, dans le noir, avec les décharges électriques toutes les 30 secondes qui me sont envoyées dans le bras, en même temps, on va me projeter des images sur un écran tout droit sorti du JT. Donc des personnes en train de mourir, des mamans en train de perdre leur bébé dans les bras, en train d'agoniser, enfin des images hyper violentes. Et dans le casque, on me donne des directives en disant « Ok, maintenant commence la méditation sur l'empathie ». Donc j'ai une télécommande pour communiquer ce que je ressens. Et donc en voyant toutes ces images, je me mets à la place de la maman qui perd son bébé. Donc je suis dans cette forme d'empathie XXL où je pleure, même si je médite sur l'empathie, je me mets à sa place en tant que maman et je suis bouleversée. Donc je réponds que je suis touchée à 8, 9 sur 10, ça m'impacte énormément. Ensuite vient l'expérience sur la compassion pendant 1 heure et demie. Et là, je vois les mêmes images, enfin similaires. Et je me dis, l'histoire de la personne, elle ne m'appartient pas. C'est pas mon histoire, c'est pas ma vie. Et de toute façon, souffrir avec elle ne sert à rien. En revanche, de développer de l'amour, de la compassion et d'envoyer ça à la personne qui est en train de souffrir, c'est tout ce que je peux lui offrir de plus beau. Donc cette forme de compassion,
permet d'être impacté à 1 ou 2 sur 10. Donc quand je sors de cette expérience, je demande à voir le neuroscientifique qui a mis en place cette expérience et je dis, je suis assez bouleversée par les résultats. Je me dis comment une méditation entre la compassion et l'empathie peut donner des résultats aussi différents. Et donc le neuroscientifique m'explique que c'est exactement ça qu'il cherche à démontrer, c'est que si on enseignait la compassion plutôt que l'empathie, par exemple au personnel soignant dans les EHPAD ou à des psys, à des professionnels de santé ou même à des accompagnants qui s'occupent de personnes, de leur famille malades ou âgées, finalement on serait beaucoup plus dans l'action, c'est-à-dire que pour moi, la compassion nous donne envie d'être dans l'action, d'être sur le terrain, de s'engager, elle nous donne énormément de force, d'énergie et d'espoir, alors que les personnes qui sont dans l'empathie, et je pense notamment aux personnes hypersensibles, quand on est dans l'empathie, on a une forme d'anéantissement. Je dirais que l'empathie anéantit et la compassion donne envie d'être dans l'action. Donc pour moi cette nuance elle est énorme et si au quotidien on se disait tiens je vais quelques minutes de méditation de compassion dans mon quotidien, finalement ça donne énormément de force, ça aide notre entourage quel que soit le métier que l'on fait, mais plutôt qu'être anéanti par les crises, le climat, le réchauffement climatique et tout ça, on a l'impression qu'on perd vraiment de l'espoir quand on est dans l'empathie. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes qui disent ben, j'arrive pas à être heureux parce qu'au final, regarde les enfants dans quel monde ils vont vivre, tout est Oui, difficile, on a de moins en moins d'argent. Et en fait, j'ai l'impression que le bonheur ne doit pas dépendre du monde extérieur, c'est ça? On doit c'est vraiment ça. s'approprier le bonheur, c'est un petit peu le principe. L'idée, c'est que si on trouve les richesses intérieures, ce qu'on a, comment on peut réagir, quand on médite, l'un des premiers bienfaits, c'est d'apprendre à s'adapter. L'idée, c'est de s'adapter à toutes circonstances, quelles qu'elles soient, positives, négatives. De toute façon, dans une vie, tout sera pas lisse et tout rose tout le temps. Donc, c'est comment je m'adapte quoi qu'il arrive. Et la méditation permet de s'adapter, de rebondir, de se relever peut-être plus vite que quelqu'un qui n'aurait peut-être jamais médité. C'est je vais tomber, mais je vais me relever, je vais être quitté, mais je vais me relever, je vais peut-être être malade, mais je vais y aller et je vais me battre, etc. Donc c'est comment la méditation peut permettre de s'adapter, mais très très vite. Et par exemple, je vois les sportifs, quand je vois Nadal pendant un match, il peut perdre à un moment donné et il va sur le banc. Alors lui, il médite énormément. Et on voit qu'en 30 secondes, il est dans sa bulle, dans un état, il bascule dans un état méditatif, mais il revient et il est jamais dans le désespoir ou jamais anéanti. Il a cette forme il rebascule dans l'action. Et le fait de méditer permet de se réadapter, de s'adapter, se relever, d'être plus fort. Et pour moi, l'empathie, les gens qui voient le monde avec difficulté et tout, c'est des personnes qui sont souvent très très empathiques. Et du coup, on se dit mais je suis qui pour sauver le monde? Ce que je fais, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Je suis une goutte dans l'océan. Et finalement, ça nous donne pas vraiment envie d'être dans l'action. Tu vois, la méditation, finalement, donc tu dis, c'est une démarche personnelle, en fait. On vient Mhm. se découvrir, on vient s'enrichir et trouver une force intérieure qui vient nous satisfaire. Mais je trouve vraiment inspirant le fait que tu dises que c'est surtout une démarche vers les autres, un projet altruiste en fait, hein. C'est Donc ça. c'est de trouver cette force intérieure et la compassion c'est de venir être en action vers l'autre, mais pas de recevoir et d'attendre le monde extérieur. Exactement. Plus on est riche à l'intérieur ou fort à l'intérieur, et plus on pourra aider les autres, ou partager notre force, ou partager notre énergie, notre compassion. On a envie d'être dans l'action. Quand on n'est pas dans le désespoir et anéanti, finalement on est plein d'énergie, plein d'idées, plein de ressources. On a envie d'être sur le terrain, s'engager sur des actions humanitaires, quelles que soient nos affinités. Ça peut être pour les animaux, la planète. Ou nettoyer les plages ou je ne sais quoi, mais on a envie d'être dans l'action quand on a cette forme d'amour inconditionnel pour la vie, d'espoir, d'énergie. On a juste envie de partager notre énergie.
Et pour moi, la méditation, méditer, c'est un peu comme recharger ses batteries, les batteries positives, les batteries d'énergie, la batterie de compassion. On recharge toutes les batteries et mais de les partager, parce que moi je charge pas les batteries pour moi-même. Enfin, l'idée c'est pas ça, c'est vraiment de partager, soit en conférence, soit sur le terrain, les actions humanitaires, voilà, la cause animale, le climat. Enfin, j'adore être sur le terrain à travers des actions comme ça justement. Mais si à l'intérieur je suis toute faible et toute anéantie par ce trop à faire, je vais pas être de grande aide sur les actions humanitaires si moi-même j'arrive complètement désespérée. Avant de partir vraiment sur la pratique de la méditation, tu as fait des expériences et j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc, tu nous as dit qu'il fallait pas attendre de bienfaits, mais de ce que j'ai compris, il y a quand même des réels bienfaits à méditer avec pas mal d'expériences qui ont été créées. Est-ce que tu pourrais aussi nous en parler un petit peu, si tu en as plusieurs qui te viennent en tête, sur la gestion du stress notamment, sur les marqueurs aussi anti-inflammatoires? Est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu ces expériences? Bah, en fait, c'est vrai que quand on médite ou quand on est dans un centre de retraite ou dans un monastère, euh, jamais j'aurais imaginé tous ces bienfaits parce que je sais pas, quand on médite, on se donne pas un coup de fourchette pour voir si on est plus résistant à la douleur, à la souffrance, etc. Donc on médite encore là encore pour une démarche altruiste. Mais à travers les expériences de l'INSERM, pendant 6 jours, notamment sur une autre recherche où pendant 4 heures j'étais dans un IRM, on m'avait attaché le bras et mis une petite plaque en métal sur le poignet pour me brûler toutes les 30 secondes. Et Sympa, donc, hein? ouais, c'était sympa. T'as passé 6 jours à Lyon, exceptionnel. Ah, c'était magnifique. Je recommande le séjour. Super. Et du coup, d'être dans un état méditatif pendant 4 heures, donc une fois sur la compassion, une fois on me demande de méditer sur l'attention, la présence attentive, comme ils appellent ça, et sur différentes méditations. L'idée, c'était donc d'envoyer de la chaleur toutes les 30 secondes, mais pour nous sortir de cet état méditatif, ils avaient installé un petit écran au-dessus de la tête, et donc sur l'écran, il y avait écrit tiède ou chaud avec des petites flammes. Et donc, à chaque fois qu'on voyait l'indice, on était en méditation, il fallait garder les yeux ouverts, mais on pouvait lire ce qui nous était projeté. Et donc, on s'est rendu compte que le méditant, en tout cas le groupe de méditants, à aucun moment on a été influencé par ce piège qu'on essayait pour nous sortir de l'état méditatif, ce piège-là, tiède, chaud, les flammes, etc. On est resté focus dans cet état méditatif, sur la compassion parce qu'on nous demandait la compassion ou autre. Les novices en méditation, qui ont subi exactement les mêmes expériences, eux n'avaient pas une grande pratique de la méditation, ils venaient d'apprendre ça depuis 2-3 week-ends, ils avaient les mêmes consignes que nous dans le casque. Donc eux, à chaque fois qu'ils voyaient un indice, ils sortaient de l'état méditatif, ils lisaient, ils regardaient les petites flammes en se disant ça va être chaud, donc je vais souffrir, etc. Donc c'est vrai que quand on sort de cette IRM au bout de 4 heures, et qu'on voit les courbes, on se rend compte que le méditant, lui, il a une courbe complètement plate, c'est-à-dire qu'on n'a absolument jamais été influencé par les pièges, chauds, tièdes, etc. On est resté dans cet instant présent et on n'a jamais anticipé peut-être le coup d'après. Alors que les novices, eux, ils se disaient, bon, si c'est tiède maintenant, à tous les coups, ça va être chaud après. Donc le pic de cortisol augmentait en se disant, je stresse, je suis sûr que ça va être chaud, je vais me faire brûler, alors que c'était peut-être encore tiède. Donc on voit que la courbe, elle ne cesse de monter et à aucun moment il relâche ou ils déstressent, ou ils décompressent, ou ils respirent parce qu'ils sont tout le temps dans l'anticipation. Et on s'est rendu compte que les méditants, en tout cas une personne qui médite quotidiennement, même si c'est que 3 minutes par jour, elle souffre 27 fois moins fort qu'une personne qui ne médite pas. Donc souffrance physique, émotionnelle, psychologique, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on médite, on n'est pas en train de se faire mal pour sentir si est-ce que je sens la douleur moins fort qu'un autre ou une autre. Et sans ces expériences, sans ces analyses, jamais j'aurais imaginé ça. Donc c'est Je des crois que c'est bienfaits malgré nous. 27%. Je crois que c'est 27% en moins, non? 27%. C'est Ouais, ça, parce que tu as dit 27%. 27 fois moins. Et Ah là, du oui, coup, 27%. ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est, bah, c'est quand même super de se dire qu'en méditant quelques minutes par jour, on pourrait souffrir moins
Le fait C'est vrai que d'être dans l'anticipation, on est tout le temps en train de créer du cortisol, ce qui n'est pas excellent forcément pour le corps. c'est Et vrai que nous qui sommes kinés, vas-y, Vincent, excuse-moi. est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, parfois ça peut être un petit peu abstrait, tu vois, on dit bah ça baisse l'anxiété, ça baisse l'anticipation, la douleur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la physiologie, l'anatomie humaine, la place du cerveau, du nerf vague, comment tout ça marche finalement? Alors c'est vrai qu'après avoir passé, on va dire, 30 000 heures avec l'esprit, je me suis dit, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc j'ai passé un master en neurosciences appliquées. Et après le cerveau, je me suis dit, mais j'aimerais aussi comprendre le nerf vague, la neurobiologie, comment on fonctionne. Donc j'ai passé aussi quelque chose qui s'appelle un diplôme pour comprendre la théorie polyvagale, l'étude du système nerveux. Et en fait, tout est lié. Ça m'a apporté aussi des réponses par rapport à la méditation. Et on se rend compte que le nerf vague, tous les jours, il va nous faire passer à travers 3 états qu'on peut ressentir, mais on met pas forcément des mots dessus. Par exemple, le matin, on peut se réveiller de bonne humeur, on a bien dormi, on se sent reposé, léger, joyeux, on est content d'aller bosser, ou on passe un super petit déj en famille. On a cet état de légèreté et de joie. Donc c'est ce qu'on appelle le ventral. Donc le nerf vague va nous mettre dans un état qu'on appelle le ventral, voilà, de bien-être. Et puis peut-être quelques minutes plus tard, on doit partir travailler et puis en chemin, on reçoit un mail ou un texto qui nous dit t'es où, tu fais quoi, t'es en retard, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça, et du coup, on va basculer dans un état qu'on appelle sympathique, qui n'est pas sympathique. C'est un état un peu de colère, d'agressivité, on trouve une forme d'injustice, on est mal à l'aise, on a le cœur qui commence à battre, en se disant mais non, pas du tout, pourquoi je reçois cette réflexion alors que pas du tout, etc. Donc ça, c'est le côté sympathique. Donc soit on se rend compte de ça, on se dit non, non, je suis pas en retard, ou non, j'ai signé tout ce qu'il fallait signer hier, donc tout va bien, et on rebascule en ventral et on continue sa route. Ou alors on est un peu anéanti par cette réflexion, ces reproches, cette remarque, et on bascule dans le 3e état qu'on appelle le dorsal. On est un peu abattu, les bras nous en tombent, on ne sait pas quoi répondre sur le coup, donc on est dans cette forme de retrait, de repli sur soi en dorsal. Et donc l'étude du nerf vague permet de se dire toute la journée à travers quoi je passe, à travers ces 3 états. Et la question, c'est est-ce que je subis ou est-ce que je choisis ces états? Et là, quand tu disais tout à l'heure, je suis colérique, ou je ressens souvent de la colère, donc on dit de moi que je suis colérique. Moi, je dirais que tu n'es pas une personne sympathique. On pourrait dire, bah, ah, mais il est colérique, donc les personnes qui étudient le nerf vague vont dire c'est une personne qui est tout le temps sympathique, c'est quelqu'un qui tient sur les nerfs, qui est nerveuse, etc. Pour moi, une situation te met ou te bascule en sympathique, dans cette forme de colère, mais par nature, tu as aussi quelque chose qui peut te ramener en ventral et continuer ta journée normalement et être bien et être paisible, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans notre quotidien, quelle est la personne, quelle est la situation, qu'est-ce qui me bascule en sympathique, qu'est-ce qui me bascule en dorsal, et surtout, comment revenir en ventral. Parce que l'équilibre, finalement, c'est de passer le plus de temps possible en ventral, dans cette forme de légèreté, de joie, de compassion. Et ça rejoint la méditation. Cet état méditatif nous met finalement en ventral. À chaque fois qu'on médite, l'idée, c'est quand on sort de cette, on va dire, séance de méditation, ou de ces 3 minutes de méditation, c'est d'être en ventral, d'avoir on va dire, les batteries rechargées, dans cette forme de ressentir de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, d'être dans cette forme de douceur. Et pour moi, en tout cas, la méditation apporte cet état ventral. Mais l'étude du système nerveux est hyper intéressante pour les personnes qui n'ont pas envie de méditer, qui n'ont pas envie d'approfondir les neurosciences, simplement de connaître ces 3 notions et de se dire, est-ce que je choisis mes états ou est-ce que je les subis? La personne qui va passer des journées entières en sympathique, en général, quand elle rentre chez elle le soir après une journée en sympathique, elle va être épuisée parce qu'elle a tenu toute la journée sur les nerfs. Une personne qui aura travaillé en ventral toute la journée,
C'est une personne qui va pas compter ses heures, qui aura travaillé avec légèreté, avec joie, avec passion, être dans la transmission, dans le partage. Et cette personne, elle est pas fatiguée en général quand elle rentre du travail. La personne en dorsale, elle a l'impression que le monde est compliqué, tout est dur, etc. Elle est un peu abattue en permanence. Et qu'est-ce que Oui. tu conseillerais? Par exemple, est-ce que j'ai une contrariété, je prends le temps de 3 minutes de méditer, de me calmer, et en plus de faire peut-être une méditation le soir un peu plus longue, ou est-ce que au contraire, je fais qu'une méditation le soir? Enfin, comment tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent justement d'amorcer un petit peu et d'intégrer des méditations à leur journée? C'est vrai que dans notre journée, si à un moment donné, on sent qu'on bascule en sympathique, cette forme d'agressivité, de colère, ou dorsale, on est un peu abattu, découragé, etc. pour X raisons, c'est se dire, ok, est-ce que c'est dans ce moment-là déjà de reconnaître cet état? Est-ce que parce que souvent les gens quand ils sont en ventrale, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, quand tout va bien, on n'a pas forcément envie de méditer. Donc les gens attendent soit d'être en sympathique pour commencer à travailler sur eux, méditer ou trouver une solution, ou en dorsale quand on est un peu abattu. Donc la question c'est, quand je suis en colère, ok, je reconnais cet état de sympathique, je sais que il faut que je trouve une solution pour revenir en ventrale. Alors est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la respiration? Peut-être quand on est en colère, on peut se dire, ok, là je suis en sympathique, telle situation ou telle personne m'a fait basculer en sympathique alors que j'étais en ventrale. Mon but c'est de revenir en ventrale. Donc est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la jalousie? D'essayer de comprendre ce qui nous a fait basculer dans cet état-là et de contrecarrer, méditer, voilà, sur la joie ou sur l'amour ou autre. Mais l'idée, c'est déjà de mettre un mot sur notre ressenti. Dans quel état je suis? Qu'est-ce qui m'a fait basculer d'un état à un autre? Et les soirs, de se dire que le ventral existe et qu'on n'est pas fondamentalement quelqu'un de colérique toute notre vie, c'est cette situation me met en colère. Mais la même personne, si on la met en vacances ou si on la met, on lui met son bébé dans les bras ou je ne sais quoi, ben cette personne, elle est en ventrale. Donc on peut pas dire de quelqu'un qu'il est fondamentalement colérique, timide. C'est souvent ce qu'on dit à un enfant. Il est timide. On a une étiquette sur le front et on grandit avec cette étiquette. Alors que peut-être que l'enfant il est en dorsale parce il n'est pas à l'aise quand il doit réciter une poésie au tableau, mais le même enfant quand on le met dans sa chambre à jouer avec ses camarades, mais il est en ventrale parce qu'il est à l'aise, il a confiance en lui, etc. Donc l'idée c'est d'analyser, d'observer ce qu'on ressent. Quand on est en sympathique, souvent on a le cœur qui s'accélère, et quand on est en dorsale un peu anéanti, abattu, on est à un rythme complètement hyper lent, on a pas beaucoup de force, on est un peu en mode survie. Donc l'idée c'est d'observer ça avant de rebasculer en ventrale. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux gens pour se lancer? C'est vrai, j'imagine la génération peut-être de nos parents avec Vincent typiquement, je pense que c'est pas du tout des gens qui ont l'habitude de méditer. Enfin, je pense que c'est un peu une mode ces derniers temps et c'est très Mhm. bien que ça le soit justement. Mais pour ces personnes-là, justement, je pense que mes parents, qui sont en plus des gens un peu stressés, écouteront le podcast, donc tu peux leur parler directement et je pense aussi à tous les auditeurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement pour qu'ils se lancent dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les motiver? Est-ce que on peut avoir aussi un feedback pour voir un peu sa progression et du coup nous encourager au fil du temps? Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça qu'on pourrait mettre en place? Je pense qu'une personne qui commence à méditer, euh, déjà il faut pas attendre d'être mal pour commencer, parce que quand on est mal, ou quand on est par exemple en dorsale ou dans une grosse colère en sympathique, la première chose qu'on cherche, c'est déjà de comprendre, de prendre soin de soi. Ou par exemple une personne en dorsale qui est complètement en mode survie, elle va pas tout de suite dire tiens, je vais aller apprendre une nouvelle technique que je ne connais pas dans un bouquin ou je ne sais où, ou prendre la voiture pour aller à un stage de je ne sais quoi. Elle est plutôt en mode survie et l'idée c'est qu'elle prenne soin d'elle. Donc apprendre à méditer quand tout va bien, quand on est déjà en ventrale, pour moi c'est plus facile plutôt que quand on va pas bien. Mais quand on est en ventrale, se dire ok je vais bien. Par exemple, on est en vacances et de s'asseoir et devant le paysage, la mer ou quelque chose qui nous émerveille, de quelque chose de beau, d'être dans cette forme de contemplation, de s'asseoir. Mais je pense qu'on médite tous à notre manière. C'est-à-dire que quand tu parles de tes parents, je pense que
qui qu'on soit, on a tous basculé à un moment donné dans un état méditatif. Quand on est émerveillé par un paysage, un coucher de soleil, ou quand on joue de la musique. Pour moi, un musicien, un virtuose, il est dans un état méditatif quand il joue. Il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je dois faire comme note. Il est habité par sa musique. Donc pour moi, il est dans un état méditatif. Ou un sportif. Donc sans vraiment le savoir, ou même un artiste quand il peint, il est dans un état méditatif. Donc je pense que quand on écoute le podcast, on peut se dire oui, mais alors est-ce que c'est vrai à travers ma créativité, est-ce que de temps en temps ça m'enlève pas mes soucis, est-ce que ça m'éloigne pas de mon mental, est-ce que je suis pas dans un état en ventral? Eh bien, finalement, est-ce que ça serait pas ça la méditation? Donc pour moi, la méditation, c'est pas juste une forme, s'asseoir sur un coussin, en silence, pas de bruit, la bougie, l'encens, etc. Pour moi, si on attend toutes les conditions parfaites, elles n'arriveront jamais. Ou je méditerai quand je serai à la retraite, ou quand ça n'arrivera jamais. Il faut mieux se dire, je vais m'accorder des pauses méditatives de 3 minutes, des espèces de parenthèses dans ma journée, et comment 3 minutes par jour, je peux nourrir mon esprit. Je nourris mon corps, mais pourquoi je nourrirais pas mon esprit avec des choses positives? Donc je m'assieds, ou je peux marcher dans la nature et d'être simplement présent à soi, présent avec l'environnement, ce qui nous entoure, les oiseaux, la nature, les bruits, et d'apprécier, juste d'être dans ce moment de contentement, de satisfaction, de bien-être. Rien attendre de plus. Et de dire, tiens, finalement, ça m'a fait du bien. Souvent, les gens disent, voilà, je me suis assise et j'ai regardé le paysage et ça m'a fait du bien. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous a fait du bien. Donc, ces formes de petites parenthèses de 3 minutes par jour, sans attendre le soir que tout le monde soit couché, ou le matin avant que tout le monde soit levé, ou que je sois dans une colère pour commencer à méditer. Juste se dire, 3 minutes. Je m'accorde, le maître tibétain qui a accepté que je parte en retraite me disait, méditer, c'est donner des vacances à son esprit. Et souvent on dit, quand est-ce que tu prends tes vacances? Le verbe prendre. Et là, c'est pas prendre des vacances, c'est se donner. Je me donne 3 minutes, je me donne des vacances, je me nourris de choses positives. Finalement, c'est le plus beau cadeau C'est qu'on se faire puisse un se cadeau, faire. quoi. Exactement, Hein. exactement. Mais pour ajouter un élément à ce que tu dis, on a reçu Thierry Lauré qui est un coach développement personnel qui nous a vraiment inspiré. Et on a parlé avec lui de stress et d'anxiété. Et il Mhm. disait souvent quand les gens ont des sentiments négatifs, ils ont aussi un sentiment de culpabilité. C'est toujours difficile de faire des démarches, d'aller voir un psychologue. Leur identité est aussi touchée. Mais finalement, Exactement. euh, tout ce travail méditatif, lui, il fait l'appel à la respiration. Tu vois, il dit Mhm. qu'on a des surcharges mentales, de trouver des solutions mentales. Finalement, ça va pas être le bon moyen. Il va falloir passer par le corps pour se Ça. ressentir vivant et finalement faire appel au corps, sentir qu'on a une part de sacré en chacun et que finalement les problèmes qu'on rencontre, les sentiments qu'on a, on peut avoir ce sentiment de culpabilité, mais ce n'est pas notre identité, notre vie, la part de sacré qu'on a en chacun finalement doit pas être entachée par ce qu'on vit. Exactement. Et c'est vrai qu'avec l'étude du nerf vague, de la théorie polyvagale, on s'aperçoit que le nerf vague, donc le corps, euh, réagit avant le cerveau. C'est-à-dire que là encore, j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux effectivement s'occuper du corps avant d'essayer de raisonner le cerveau ou la tête en disant mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. D'essayer de ressentir ce que ça nous fait. On nous apprend jamais à se faire confiance. On est tout le temps dans le mental. Il faut analyser. On nous propose un boulot. On analyse la stratégie, le machin, le contrat, le CDI, pas CDI, la voiture, les tickets resto. On est vraiment dans cette forme de stratégie mentale, mais on est peu dans le ressenti. On me propose ça. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que j'ai la boule au ventre? Comment je me sens avec cette proposition? Et on met jamais vraiment un temps, on s'arrête vraiment pas souvent quand même sur les ressentis corporels. Et pour moi, c'est ce qui parle avant la tête, avant, parce qu'on va toujours essayer de se raisonner.
tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pour moi, une personne qui est dans cette forme d'anxiété et de stress, elle a juste besoin d'être entourée d'amour, peut-être qu'on la prenne dans les bras. Pas besoin de la raisonner, pas besoin de mots, pas besoin d'essayer de comprendre le quoi, comment. Un regard, un sourire, une caresse, un toucher, prendre, comme quand on réconforte un enfant. Un bébé, même si on lui parle pas, il pleure, on le prend dans les bras, on le berce. Et ça l'apaise. On n'a pas besoin de lui raconter notre vie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que s'adresser au corps, c'est ça aussi qui calme le nerf vague. Et souvent, quand on est dans des états d'anxiété, c'est que le nerf vague, il n'est pas totalement régulé. On vit avec un système nerveux qui est non régulé, qui est déséquilibré. Et l'idée, c'est de rééquilibrer le système nerveux. Et le système nerveux, on le rééquilibre à travers, on peut masser le nerf vague, on peut, par exemple, derrière la tête. Il y a effectivement la respiration. Quand on sent ces formes d'anxiété, de stress, de crise de panique, le cœur qui bat, il y a plusieurs méthodes pour apaiser le nerf vague. Par exemple, on appelle ça shaking, voilà, bouger, remuer pour pas que le cortisol se fixe et rentre dans le corps et reste 4-5 heures. Donc l'idée, c'est de bouger. Au lieu de raisonner quelqu'un qui va mal, peut-être c'est juste aller marcher avec la personne et qu'elle soit dans l'action, dans le mouvement. Donc pour moi, c'est effectivement, tout passe par le corps avant de passer par la tête. Et juste pour continuer, j'avais lu Le pouvoir du moment présent. Je sais pas Mhm. si tu as lu ce Oui. livre. J'invite les gens à le lire. Bon, voilà, c'est un. Mais en fait, ce qu'il disait, c'était encore faire appel à son corps sensoriel, tu vois. Et Mhm. le fait de s'émerveiller, c'est ce que tu dis souvent, c'est bah, faire appel à sa vue, à son ouïe. Et finalement, c'est ça qui va nous rendre ce sentiment d'être vivant et d'être présent, quoi. Exactement, c'est de Voilà, faire c'est. appel à tous ses sens. Et mais quand en général dans le quotidien, on est tellement, on a l'impression que il y a aucun espace pour ça. On comble tous les moments où on pourrait être en silence, on les comble avec la radio dans la voiture, la télé à la maison, le téléphone quand on est dans la rue, même quand on est au resto tout seul, on est sur notre téléphone. On essaye de combler tous les moments où justement ça pourrait être des tiroirs vides, des tiroirs de silence. Euh, pour s'apaiser, pour reposer voilà le nerf vague, reposer l'esprit, reposer le cerveau, pour s'apaiser. Et finalement, c'est un peu comme si en Occident, on avait un peu peur du silence. Le silence est souvent associé à la solitude, la mort. On a peur, on veut surtout pas qu'il y ait de silence dans notre vie. Et mais justement, de prendre soin d'adopter, d'apprivoiser ces silences, ça permet d'être plus dans le ressenti du corps et de se dire comment je me sens. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que cette situation m'inquiète? Où est-ce que ça m'inquiète? Et si on a le cœur qui s'accélère, ben, je vais faire de la cohérence cardiaque. Je vais inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes pendant 3 minutes et ça va euh, faire en sorte que mon rythme cardiaque redevienne à la normale, etc. C'est la respiration, elle est essentielle, elle est vitale. Et l'une des méditations dans le bouddhisme tibétain notamment, c'est d'être concentré sur l'inspire et sur l'expire, justement pour pas que notre mental parte un peu partout. On peut choisir des supports de méditation extérieurs ou intérieurs. Et intérieur, ça serait la respiration. Être conscient de l'inspire, être conscient de l'expire, et puis après on peut choisir aussi des supports extérieurs, un beau paysage, une photo, un visage, une bougie, une fleur, quelque chose qui nous inspire et d'être dans cette forme d'émerveillement. Super, donc ça c'est vraiment des choses qui sont plus faciles à mettre en place. J'imagine un trajet de 5 minutes à pied où j'enlève mes écouteurs et j'essaye vraiment de, pourquoi pas, respirer, inspirer, avoir. En fait, c'est capter ses émotions dans un premier temps, si je comprends bien, et dans un second temps, essayer d'avoir plutôt du positif, de l'amour. Est-ce C'est qu'il y a ça. plusieurs choses comme ça que tu pourrais développer? Tu nous as parlé de l'amour, d'imaginer la personne qu'on aime le plus dans un premier temps. Mhm. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres méditations comme ça, d'autres clés que tu pourrais nous donner pour essayer justement d'aller chercher différentes émotions pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, par exemple, une personne qui serait un peu en dorsale, un peu abattue ou triste, déprimée, voilà, pour X raison ou pour une circonstance en particulier, de essayer de se remémorer ou de penser à des moments joyeux.
le dernier moment le plus joyeux, ou après un deuil, ou après quelque chose de difficile, de se dire mais on a l'impression qu'on reviendra jamais en ventrale, qu'on va rester en dorsale et que c'est la fin du monde et que c'est horrible et que on est dans une forme de tristesse absolue, et de se dire mais euh, quel était le dernier moment que j'ai passé en ventrale avec cette personne, ou avec dans quel environnement c'était, et d'essayer de trouver des moments de joie et d'étendre ce moment. C'est pas j'y pense et je passe à autre chose, et je revois le visage de la personne, et j'entends la musique qu'il y avait à ce moment-là, ou le son, le bruit, peut-être les odeurs. J'étais à la mer, je sens l'odeur du sable, de l'iode, etc. Donc d'essayer de faire travailler tous ces sens. Donc on appelle ça aussi la méditation sensorielle, c'est à travers les sens. Là tu disais par exemple de marcher, d'enlever les écouteurs et d'écouter, donc ça peut être une méditation à travers l'ouïe. Mais pour ne pas se lasser et faire toujours les mêmes formes de méditation, on peut se dire, pendant 2-3 jours, tu vas à ton travail à pied et tu te concentres sur tout ce que tu entends. Et tu restes dans cette forme sans interpréter, sans dire c'est un rouge-gorge, une pie, un corbeau, quoi que ce soit. Juste, tu écoutes les sons et tu intègres les sons à cette méditation, cet état méditatif. Et puis après 2-3 jours, tu peux dire, tiens, demain, je vais faire le même chemin, mais je vais être plus concentrée sur ce que je vais voir. Et regarder, tu habites à Marseille, tu vois la mer, tu te concentres sur les rochers, les bateaux, etc. Et du coup, d'être dans une méditation plutôt à travers la vue. Et puis après, ça peut être quand on mange, ça peut être à travers ce qu'on goûte, les sensations gustatives, etc. Ou le toucher. Avec vos métiers, le massage, la manipulation. Je pense que quand vous êtes vraiment dans vraiment présent, quand vous manipulez, quand vous faites les massages, etc., la personne qui reçoit, elle ressent les choses différemment. Elle n'est pas en train de le ressentir avec quelqu'un qui ferait ça mentalement, qui est dans le mental en disant alors je fais 2 comme ça, je fais craquer 3 fois parce qu'on m'a appris ça. Et on voit un peu les jeunes qui sortent d'école quand on est manipulé, ostéo, kiné et tout. C'est assez machinalement qu'on nous retourne dans tous les sens, crac crac, et ça y est, c'est fini, on a craqué 3 fois. Et il y a une différence quand l'intention elle est là, c'est-à-dire on accompagne vraiment, et on le sent à travers même les massages, ou etc. Quand l'intention elle vient vraiment du cœur, que c'est avec profondeur, le résultat, en termes de ressenti, il est complètement différent. Mais je pense que vous, quand vous le donnez aussi, quand vous manipulez, vous sentez aussi que c'est différent. Là, je suis pressée, donc je vais prendre le client et ça va être rapide. Ou alors, je prends mon temps et j'ai vraiment envie d'aider la personne, mais avec le meilleur de moi-même. Et à travers vos métiers, c'est aussi un état méditatif quand vous accompagnez, quand vous soulagez, quand vous soignez. Pour moi, c'est aussi un état méditatif. Il y a une forme de don, d'amour, de bienveillance. On n'est pas obligé Ouais, d'être assis sur un coussin. vas-y Vincent. Et sur l'intention, bon, c'est un mot que j'affectionne, l'intention. Et finalement, quand je veux travailler ma méditation, donc je veux entraîner mon esprit, je veux nourrir mon esprit, est-ce que je place, par exemple, aujourd'hui, je travaille sur la bienveillance et je médite, je viens ressentir cette bienveillance, nourrir mes sensations, faire appel à mon corps, et puis après, je prends un autre thème le lendemain, où finalement, là, tu nous dis, bah, vous vous baladez, vous faites appel à un sens, un autre sens. Comment j'organise ma progression? Enfin, je sais pas si c'est trop occidentalisé ce que je raconte, mais tu vois, c'était un peu mon questionnement, c'est bah ok, qu'est-ce que je vais faire finalement, où je place l'intention et le focus. Alors c'est vrai que pour les personnes qui veulent commencer à méditer, qui n'ont jamais médité de leur vie, ce que je conseille quand même, c'est d'être, on va dire, accompagné les 2-3 premières sessions ou séances, ou alors aller dans un centre de méditation. Alors on peut dire qu'en France, il existe à peu près 400 centres bouddhistes qui enseignent la méditation, qui sont répertoriés sur l'Union bouddhiste de France, donc homologués, etc. Donc c'est des choses voilà, carrées, fiables, voilà. Juste, Parce qu'on c'est du trouve, présentiel. Excuse-moi de t'interrompre, c'est du ouais, présentiel ou c'est à distance?
Ouais, c'est quasiment tout en présentiel. On peut aller, D'accord. il existe à peu près 400 centres à travers la France dans toutes les villes de France, des temples, des monastères, des dojos, plein de traditions bouddhistes différentes. Mais au moins, on sait qu'on met quand même les pieds quelque part avec des personnes qui ont la pratique, pas simplement la théorie ou parce qu'on voit tellement de choses. Il y a à boire et à manger, comme partout, hein, que ce soit il y a des coachs, t'as à boire et à manger dans le coaching, etc. Et en méditation, rien ne se voit. C'est-à-dire que encore, tu prendras un prof de musique, tu dis, il joue 3 notes, tu vois s'il joue faux ou si ça joue juste, et tu dis, ok, je vais prendre des cours avec lui parce qu'il joue bien. Mais un méditant, tu sais pas trop s'il a médité 30 000 heures ou 3 heures. Donc on va dire qu'il y a à boire et à manger. Pour la personne qui voudrait apprendre à méditer, c'est toujours bien soit de lire des livres, on va dire de Mathieu Ricard, Christophe André, Frédéric Lenoir, des personnes qualifiées et qui ont l'expérience. Et puis, pour aller plus loin, peut-être de commencer ou d'aller à une présentation de la méditation à travers un stage, une formation, une conférence. Essayer d'aller chercher quand même l'essence de l'enseignement pour essayer de le mettre en pratique. Et puis après, commencer à développer ça chez soi. Mais c'est vrai qu'il faut y aller par palier. On va pas commencer à méditer sur des mantras dans tous les sens, visualiser des divinités avec des mantras qui tournent dans tous les sens, comme on peut lire dans les textes. Voilà, quand on a fait 20 000 heures de méditation, ça paraît accessible. Mais souvent en Occident, on aimerait aller faire la méditation la plus difficile et monter en haut de l'Everest le 3e jour. C'est bien de commencer tout doucement. Et aussi, c'est bien aussi de commencer par des petites touches. 3 minutes, c'est bien. On n'est pas obligé de partir en retraite vipassana pendant 10 jours en silence. Sinon, certaines personnes peuvent craquer. Et l'idée, c'est méditer sans contrainte. La méditation, pour moi, ça doit pas être une contrainte. C'est vrai que nous, par rapport à nos métiers, on peut voir peut-être un aspect négatif parfois. Par exemple, quelqu'un qui va se lancer dans du renforcement musculaire, qui n'y connaît rien, peut-être qu'il y a une chance de se blesser peut-être au début en Mhm. exécutant peut-être mal les mouvements. Et c'est vrai que moi, avec la méditation, le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression vraiment que j'ai du mal à me lancer, tout simplement. Donc, est-ce que là, tu nous as parlé d'auteurs, est-ce que tu pourrais nous conseiller directement peut-être des livres? Je sais pas si toi aussi tu en as écrit un ou peut-être plusieurs. Est-ce que tu aurais deux, trois livres clés à pour nous débutants, justement, pour approfondir un petit peu nos connaissances? Et ma deuxième question, c'est est-ce que je peux faire mal, tout simplement, en méditant? J'ai pas l'impression, mais est-ce que c'est possible de Alors, me blesser, certaines... en fait, en Non, De non. méditant blesser mon mal? esprit, Ouais, j'imagine pas, mais peut-être. la Non, mais après, fracture. quand on n'est pas vraiment équilibré ou quand on prend plein de médicaments ou drogue ou autre, et on dit je médite et les personnes me racontent ou racontent des formes d'hallucination ou de trucs, c'est surtout lié aux substances et Hmm. à des trucs. Donc c'est pas forcément recommandé de méditer en plus sur quand on n'a pas une vie Ouais, sur des totalement problèmes. saine, voilà, ou qu'on a des problèmes. Voilà, on va dire que c'est pas forcément conseillé quand on est dans cette catégorie-là. Après, pour des personnes lambda, il y a absolument aucun risque. Mais je peux comprendre qu'on soit complètement perdu à se dire, tiens, je vais apprendre à méditer, mais je vais où, je fais quoi, je commence comment, avec qui, quoi. Donc pour moi, les livres, effectivement, tous les livres de Mathieu Ricard ou Christophe André, c'est vraiment, il y a tous les niveaux pour débutants, l'art de la méditation. Il y avait un maître vietnamien aussi, Thich Nhat Hanh, qui enseignait la pleine conscience, qui était moine. Voilà, c'est des personnes qui ont médité toute leur vie. Ou tous les maîtres tibétains qui écrivent, ou le Dalai Lama, c'est des personnes qui ont médité, qui méditent depuis 30-40 ans et qui ont une vraie pratique. Donc, il en existe, voilà, des centaines et des centaines sur Internet. Moi, j'ai écrit un livre, effectivement, qui s'appelle Lama à 19 ans et après, dans lequel je raconte mon parcours et voilà, de l'enfance au monastère jusqu'à l'INSERM et en quoi la méditation m'aide ou m'apporte au quotidien et comment je la transmets. Mais je pense que chacun peut méditer à son rythme chez soi, de se dire je me pose, je me donne des vacances, je donne des vacances à mon esprit
Et si après ces 3 minutes, on ressort de là et qu'on est en ventral, on est sur la bonne voie. Si on ressort de là et qu'on est en sympathique, en cette forme d'agressivité, ah, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, j'ai perdu du temps. A priori, on n'était pas sur la bonne route et on n'a pas médité. Excuse-moi Vincent, je te laisse la parole juste après. Et juste par rapport à ça, tu vois, quand on fait du renforcement musculaire, par exemple, on va se dire, ben, plus ça va aller et plus je vais mettre du poids qui va être de plus en plus lourd. Mes séances, en course à pied, pareil, mes séances vont être de plus en plus rapides, de plus en plus longues. Toi, sur quel curseur on peut justement augmenter pour aller chercher un état méditatif peut-être un peu plus profond, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais pour justement progresser. Est-ce qu'il y a des curseurs qu'on pourrait augmenter au fil du temps? Bah, au début, quand on va s'asseoir, on va avoir l'impression qu'on a encore plus de pensées que d'habitude. On n'en a pas plus que d'habitude, c'est simplement que d'habitude, on prend pas le temps de s'asseoir et de se poser. Donc, on peut être découragé en se disant, mais mon esprit part dans tous les sens. J'ai pas réussi à me concentrer plus de 10 secondes. Dès que je ferme les yeux, mon esprit il vagabonde de partout. Alors souvent dans les textes tibétains, on compare notre esprit à un petit singe. On pose le petit singe et dès qu'on lâche, hop, il repart sur une branche et on la ramène. Donc l'idée c'est de sans cesse revenir à la concentration. Et puis on sait qu'on va être concentré 10 secondes. Et puis après, 10 secondes après, on va se voir faire la liste des courses ou organiser son week-end. Et là, on va se dire, ah, là, je suis en train de faire ma liste de courses. Donc, je ramène ma concentration. Et on va repartir 10 secondes. Et donc, ça va partir comme ça dans tous les sens. Donc, au début, ça va être peut-être 10 secondes. Et puis après, peut-être 30. Et puis après, 3 minutes. Donc, l'idée, c'est quand on est bien habitué à pouvoir méditer 3 minutes, et avec cette gymnastique de ramener son esprit à la concentration, cette prise de conscience, disant, oh, j'étais reparti, bon, je ramène ça et je reste dans cet état. Mais c'est pour ça qu'on choisit des thèmes de méditation, justement pour occuper notre esprit à quelque chose. Parce que si on reste comme ça en disant, je fais le vide, j'élimine les 60 000 pensées, je pense à rien, je fais le vide, c'est juste impossible. Donc l'idée, c'est de développer, d'utiliser le mental d'abord. Par exemple, je vais penser à quelqu'un que j'aime énormément. Et quand on est dans le ressenti de cet amour, on laisse le mental, on laisse la personne de côté, on n'a plus besoin de l'imaginer, on est juste dans le ressenti d'amour, dans cette forme de reconnaissance, d'amour, de gratitude, peut-être la chair de poule, les larmes aux yeux. On est dans ce ressenti et de rester dans cet état de ressenti, dans cet état méditatif. Peut-être qu'on va rester 3 minutes. Et puis, une fois on sera bien habitué à faire 3 minutes, on pourra faire 5, et etc. Et puis de temps en temps, il faut raviver un peu la concentration en repensant au thème. Donc on va rajouter quelque chose et à nouveau on va rebasculer dans cet état méditatif. Et donc progressivement, on va voir si on peut rester concentré 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Parfois on se dit tiens, j'ai même pas vu l'heure passer parce qu'on était dans cette forme de bien-être, d'état méditatif où on était un peu comme voilà, on a pris de la hauteur, pris du recul. Et quand on sort de cet état méditatif, ben, l'idée c'est que ça déteigne sur notre quotidien, que ce bien-être déteigne sur les autres, qu'on ne soit pas juste bien pendant 3 minutes et après agressif la demi-heure qui va suivre. L'idée c'est que quand on médite 3 minutes, en général, les 3 prochaines heures, qu'on soit quand même bien. Et tu vois là, Hermès, je suis complètement convaincu. J'ai envie de mettre ça dans ma routine. Quelles sont les clés que tu conseilles ou les erreurs que tu as pu voir de tes élèves, des gens que tu as pu conseiller? Voilà, quels sont on va dire le top 5, mais pas forcément le top 5, mais quelles sont les clés pour que je puisse créer cette routine et cette fréquence de méditation? Alors l'idée c'est souvent les gens attendent le soir avant de s'endormir et s'allongent, méditer allongé. Et après me disent oui mais je me suis endormie. Donc l'idée méditer c'est pas forcément s'allonger. Si ça vous aide à dormir c'est bien, mais si on peut aussi profiter entre guillemets de cet état méditatif de ressenti de bien-être, l'idée c'est quand même de rester assis. Pour commencer, c'est peut-être mieux de commencer dans un endroit quand on est au calme plutôt que commencer dans le métro, dans un bus, dans les transports en commun où c'est agité. Donc après, on peut méditer partout, quelles que soient les circonstances, mais l'idée pour commencer, c'est bien de se créer on va dire les circonstances idéales, soit très tôt le matin, ou soit en marchant le week-end, on va dans la nature quelques minutes
et on s'assied, et on observe le paysage et on se relève et voilà, j'ai médité 3 minutes, mais c'était super et ça suffit et c'est bien. Donc se créer ce petit moment, mais je pense que c'est comme quelqu'un qui va faire du sport. Il y a toute une préparation, la tenue, les chaussures, le lieu, où est-ce que je vais faire du sport en salle, à l'extérieur. Donc la méditation, ça pourrait être ça aussi, de se dire, de prévenir l'entourage, de dire, bah écoutez, pendant 5 minutes, est-ce que c'est possible de ne pas me déranger et je vais au fond du jardin m'asseoir, voilà, ou je ne sais où, et je pars une demi-heure en forêt, ou mais de se créer quand même cet environnement, ou alors chez soi le matin avant que tout le monde se réveille, ou le soir quand tout le monde dort. Mais l'idée, c'est quand même de rester assis, essayer de garder cette forme de concentration et d'aller jusqu'au bout de la méditation plutôt que s'allonger parce qu'on est fatigué de la journée et se dire bah j'ai pas réussi à méditer, je me suis endormi avant. Il y a une forme de frustration. Et après, au niveau vraiment de l'intention de la méditation, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour commencer d'un niveau zéro? Est-ce que tu parlais justement de la joie? Tu parlais peut-être du sentiment auditif, du visuel. Moi, j'imagine qu'on est dans une pièce, c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être les gens qui veulent peut-être commencer à méditer chez eux 3, 5 minutes. Est-ce qu'il y a des thèmes, on va dire, basiques sur lesquels on pourrait travailler et approfondir et aller chercher justement un état méditatif intéressant? Donc, tu as Bah, je parlé pense justement de la que joie, de l'amour. je pense que l'amour c'est universel, ça parle à tout le monde et c'est souvent la réponse à beaucoup de problèmes, la réponse à l'agressivité, la méchanceté, l'injustice, etc. Donc c'est vrai que quand on parle d'amour à quelqu'un, forcément on se dit ah bah oui c'est facile ou c'est naturel ou on a tous éprouvé à un moment donné de notre vie un moment d'amour, un geste d'amour, un sentiment d'amour. Donc je pense que pour commencer, je trouve que c'est un thème ouais, qui parle à tout le monde et qui est facile. Mais tu vois, est-ce que j'essaye d'avoir plusieurs moments d'amour? Ou est-ce que j'essaie Mhm. d'avoir un moment d'amour et comme tu disais tout à l'heure, peut-être essayer de le développer en y mettant un petit peu peut-être un visuel, des sensations, et se rappeler du moment, de l'instant? Ou est-ce que justement je vais chercher à me rassurer et chercher plusieurs moments d'amour dans ma vie? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour nous qui ne connaissons pas justement cet univers-là? Alors l'idée, c'est effectivement de prendre comme objet, entre guillemets, ou support de visualisation, donc une personne qu'on aime, euh, de développer cet amour pour la personne. Donc c'est pas du tout dans le mental, on n'a pas besoin de penser à un être cher qui n'est plus là et de dire il était comme ci, il était comme ça. Non, on peut se dire ouais, de ressentir voilà juste de l'amour et comment c'était. Et après d'élargir, de dire mais cet amour-là, pourquoi je l'aurais qu'envers cette personne-là? Et si je l'étendais à toute ma famille? Et si je l'étendais à des gens que je connais un peu moins? Et si je l'étendais à tous les êtres humains? Et pourquoi s'arrêter aux êtres humains? Si j'étendais cet amour aux animaux? Et pourquoi s'arrêter là? Je pourrais étendre cet amour, cette bienveillance, cette gratitude envers la planète. Et donc de rester dans cette forme d'ouverture. On n'est pas fermé avec cet amour entre deux personnes et le truc complètement petit et voilà, complètement fermé, mais c'est d'élargir et d'être dans ce ressenti. Et quand on sort de cette forme de méditation, après avoir médité sur l'amour au sens large, quand on va dans la rue, quand on prend le métro, les transports, etc., on a envie de sourire aux gens, on a envie de capter un sourire, un regard, parce qu'on reste dans cet état de ce qu'on vient de ressentir, de ce vécu, et on le partage sans parler, sans dire ah, j'ai médité tout à l'heure sur ci ou ça, mais les gens le ressentent. Il y a quelque chose qui se dégage de quelqu'un quand on vient de méditer sur ça, sur ce thème, et ça fait du bien aux autres. On peut se dire tiens, je m'assieds dans un bus ou dans le métro, puis je vois les gens me sourire parce que tout simplement moi je suis bien aussi, donc ça déteint à travers les neurones miroirs et je suis en ventral parce que j'ai médité et ça m'a remis en ventral et du coup je transmets du ventral. Donc, on peut même voir très très rapidement les effets positifs autour de nous. Et est-ce que tu fais par exemple, excuse-moi Vincent, est-ce que tu fais je sais pas si tu donnes peut-être des cours de méditation à des personnes comme nous, je sais pas si tu le fais ou pas, mais est-ce qu'avant tu fais par exemple un bilan émotionnel de la personne et tu te dis, ben, elle, cette personne, ce qui lui manque, c'est peut-être de la confiance en soi,
je vais travailler sur tel type de méditation. Est-ce que tu vois, tu pourrais peut-être, si ça existe, hein, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner 2 ou 3 traits de caractère un peu, pas négatifs, mais je pense que tu as compris mes termes, et Mhm. justement la solution méditative qui est associée à ce problème. Souvent, quand je donne, soit alors, c'est pas forcément de méditation au particulier, mais quand je vais en entreprise ou je fais soit des conférences, soit des ateliers sur la journée ou demi-journée, euh, j'essaye effectivement d'avoir une météo générale du groupe. Donc, je demande, je fais lister aux participants, je leur demande de lister 10 choses qui les mettent en joie, joyeux, heureux, léger, etc., sans expliquer que c'est la théorie polyvagale. Je leur demande 10 choses, situations, moments, personnes, qui les mettent en colère, etc. Donc, sans dire que c'est le côté sympathique. Et la même chose, 10 choses qui les anéantissent, qui les rendent tristes, etc., pour le côté dorsal. Et ensuite, je demande euh, le pourcentage passé dans les 3 colonnes. Alors souvent les gens me disent ben moi je suis 80%, 10-10 ou inversement, et j'ai une tendance globale et je sais que je m'adresse à un groupe qui est peut-être en sympathique parce que l'entreprise en ce moment va pas bien, il y a la concurrence, on sort de, je sais pas, du Covid, pleine crise, etc. Donc c'était le cas vraiment après le Covid, cette forme de voilà, ou alors complètement abattue, je suis dans un groupe avec que des gens en dorsale, ou finalement des gens hyper légers, joyeux, ils sont tous en ventrale, ou la plupart. Donc ce qui est intéressant pour moi de me dire, ok, là je m'adresse à un groupe qui est en sympathique, dorsale ou ventrale. Et suite à ça, effectivement, je peux adapter la méditation. Mais après, quand c'est des personnes qui m'écrivent, qui me disent je ressens ça, ou suite à un deuil, comment remonter la pente, ou suite à une maladie, ou comment accueillir la maladie avec un peu plus de légèreté alors que c'est dur, ou comment supporter mieux une chimio, etc. Donc l'idée c'est effectivement d'adapter, d'ajuster soit au groupe, soit à la personne différentes méditations. Donc, pour une personne qui serait effectivement triste, pas bien, l'idée c'est qu'elle se focalise sur des moments joyeux, des moments de vie qu'elle a eus, agréables, et de méditer sur ces moments, de faire grandir ces moments, et d'abord 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et quand la personne qui est hyper négative ou hyper triste, au moins un quart d'heure par jour, elle pense qu'à des choses joyeuses, belles, etc. Petit à petit, ça va devenir un réflexe. La personne qui serait toujours envieuse de regarder ce que font les autres, ce qu'ont les autres, et qui n'est jamais satisfaite, c'est de se contenter. Mais liste-moi tout ce qui va bien dans ta vie et être focus dessus, et de dire mais je suis en parfaite santé, c'est tellement bien, c'est tellement bon, et d'être dans la méditation des sensations. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas ou par groupe. Quand je vois un peu la tendance de l'entreprise, je vois exactement ce qu'il faut adapter comme méditation. Et juste, Et, excuse-moi Vincent, juste, excuse-moi, après je te laisse. Juste, et t'as pas dit pour les gens qui vont bien, sur quoi on médite, juste pour finir Mais la parenthèse. oui, après, quand on va bien, on peut C'est méditer nous. sur tout. C'est-à-dire, on peut être sur juste Ok. l'émerveillement, la contemplation. On a plein d'énergie, plein d'amour, donc on peut méditer là-dessus et continuer. Ah, est-ce que j'ai un truc qui s'est affiché, mais bon, de développer, de continuer à partager cet amour. Quand on est en ventral, souvent les gens disent oh ben j'ai pas besoin de méditer, je vais bien. Mais non, continue à méditer, continue à donner, continue à transmettre, continue à partager, c'est génial. Désolé Vincent. non, non, mais c'est vrai que quand on avance, finalement, donc tu dis, on se concentre sur les sentiments positifs, la compassion, la gratitude, la joie, l'amour. Est-ce qu'il y a un intérêt, à partir d'un moment, de rentrer dans les soucis? Moi, je suis colérique, j'arrive pas à me tenir, c'est vraiment un problème. Dans ma méditation, est-ce que je vais essayer de ressentir ça avec mon corps sensoriel, de rentrer dans cette colère pour l'objectiver, ou je vais toujours la compenser par de l'apaisement, un sentiment de calme? Je pense qu'avant de s'apaiser, c'est bien de comprendre d'où elle vient. Et donc d'abord, ça serait dans l'analyse. Je décortique l'émotion. Est-ce que c'est toujours la même situation qui me met en colère? Est-ce que c'est toujours la même personne? Si oui, pourquoi? Ou
je sais pas, dans un couple, si systématiquement on est de bonne humeur la journée, que le fait de rentrer à la maison, ça nous fait basculer en sympathique, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer, modifier, améliorer, une meilleure communication, en discuter, en parler, ou se séparer, ou j'en sais rien, mais c'est quand même méditer. C'est bien pour prendre conscience des choses, mais derrière, il faut que cette prise de conscience mène à une action concrète. C'est-à-dire, je médite et je me rends compte que je suis colérique, eh ben, je vais travailler sur ma colère. Je médite et je me rends compte que peut-être ce que je mange finalement, est-ce que je pourrais changer mon alimentation parce que ça crée peut-être de la souffrance animale. Donc peut-être changer, je médite, je prends conscience des choses. Ben, je vais peut-être changer un peu mon alimentation et manger peut-être un peu moins de viande. Ou je médite et je me rends compte que ce que je prends, fumer, etc., c'est pas forcément bon pour moi. Donc je vais changer des choses. Donc c'est parce que méditer pour juste prendre conscience sans changer quoi que ce soit, ça porte pas grand-chose. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un impact dans le quotidien, c'est ça? Il faut quand même Mais qu'on sente une idéalement, bien différence. sûr, bien sûr. Et est-ce que tu pourrais me donner des exemples? Là, tu en as donné quelques-uns, mais d'autres exemples concrets qu'on pourrait associer dans notre quotidien pour modifier un petit peu nos émotions négatives? Euh, dans quel sens? Parce Ben, par qu'une fois, exemple, quelqu'un qui est triste, peut-être, est-ce que tu vas te dire, par exemple, ben, je vais essayer de prendre du plaisir au quotidien quand je marche, de sourire dans la rue, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut essayer de mettre en place vraiment dans notre quotidien pour lutter contre un petit peu le mal-être qu'on peut avoir? alors c'est vrai que souvent on a tendance à se dire la méditation peut tout résoudre. Grâce aux neurosciences et grâce à la théorie polyvagale, euh, moi, ça m'a permis de voir que finalement, une personne qui sera en dorsale, en mode survie, ça va pas, et je suis triste et c'est compliqué. Peut-être que son premier réflexe, ça sera pas de s'asseoir en silence, seul, de fermer les yeux et de méditer. Donc une personne qui sera en dorsale, l'idée c'est d'abord de la ramener en ventrale ou de qu'elle sorte de chez elle, qu'elle voit du monde, de recréer du lien, parce qu'en fait une personne qui est en ventrale, elle a confiance en elle et confiance dans l'environnement. Une personne qui est en sympathique, elle a confiance en elle, mais moins confiance dans l'environnement, les personnes extérieures, ses collaborateurs, sa famille, ou etc. Une personne qui est en dorsale, elle n'a ni confiance en elle, ni confiance dans l'environnement, les autres, etc. Donc une personne qui est en dorsale, je vais peut-être pas lui dire tout de suite médite tous les jours, reste assis sur un coussin toute seule, ça va être super, ou part en retraite 10 jours en silence. Pas du tout. L'idée c'est de comprendre pourquoi la personne est comme ça, pourquoi elle est triste, et de recréer du lien, essayer de la ramener en ventrale, et peut-être que quand elle sera en ventrale, qu'elle aura retrouvé de l'énergie, et ben là on pourra méditer ensemble ou apprendre des techniques. Mais l'idée c'est de comprendre un peu dans quel état on se situe. Et une personne qui serait complètement abattue et en dorsale sans énergie, bah pour moi c'est plus quelque chose qui passerait à travers le corps, se réapproprier le corps, les sensations, marcher, des massages, peut-être réapprendre à travers les sens, écouter de la musique, manger des choses qui sont agréables, et que petit à petit la personne elle retrouve aussi la joie à travers ses sens. Tout ne peut pas être réglé par la méditation et l'esprit. Et pour les clés de la méditation, la respiration est centrale. Tu nous as parlé de cohérence cardiaque. Comment tu places cette respiration et est-ce que tu démarres avec la respiration et la cohérence cardiaque finalement, comment elle se situe dans tout ça? Alors, moi, je dirais que pour un débutant, c'est bien de commencer par de la cohérence cardiaque. Parce que souvent les gens disent je veux méditer, donc on arrive du travail, on se pose, on se met sur un coussin et on veut méditer là comme ça tout de suite. Pour moi, la cohérence cardiaque, c'est un peu comme un sas entre l'agitation, la vie active, et ce moment d'apaisement. Donc si au milieu on prend déjà 3 minutes, peut-être on peut écouter avec une musique ou il existe plein d'applications avec un paysage et une boule qui monte pendant 5 secondes. Donc on inspire et puis la boule redescend, on expire. Donc on est vraiment guidé
avec cette application de cohérence cardiaque. Et finalement, si on arrive agité en disant vite, j'arrive du travail, j'avais dit qu'à 18h j'allais méditer, il est -5, le rythme cardiaque il est accéléré, on n'est pas dans les bonnes conditions. Donc la méditation, elle ne sera pas forcément bonne, on ne sera pas concentré, ça va pas être clair cette méditation. Donc l'idée, c'est déjà de s'apaiser à travers la cohérence cardiaque, la respiration, calmer son rythme cardiaque. Et on se rend compte que plus le rythme cardiaque va être apaisé et plus les pensées vont être apaisées. Plus le mental, l'esprit, tout ça, ça va s'apaiser au même rythme que le rythme cardiaque. Donc le sas entre les deux, ça serait cohérence cardiaque. Et puis là, on peut lancer un thème si on a encore 2-3 minutes devant soi. Mais on peut déjà, avant d'apprendre à méditer, on peut peut-être déjà apprendre à respirer. Ça peut être déjà une première étape. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les gens qui sont un petit peu mal dans leur peau, qui ont du stress, de la peur, de la colère. Mais par exemple, des gens, je me sens pas particulièrement stressé en ce moment, par exemple. Et j'ai l'impression que on développe pas mal l'attention et la concentration dans la méditation. Est-ce qu'il y a des études, notamment, je me posais la question sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Est-ce qu'il y a moins de chances d'avoir ce type de pathologie en méditant, ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'études sur le sujet? Alors, il y a des études sur le vieillissement, le mieux vieillir à Caen, à l'INSERM de Caen, où effectivement, ils ont pris un groupe. Donc, nous, on était à Lyon et en parallèle, ils ont fait ces expériences sur 2 groupes. Un groupe de personnes âgées à qui ils enseignaient l'anglais et un groupe à qui ils enseignaient la méditation pour voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau du cerveau. Et on se rend compte que le fait de méditer ralentit le vieillissement, donc ralentit effectivement les maladies qui Parkinson, Alzheimer, etc. Il y a vraiment une action là-dessus. Par exemple, le cerveau de Mathieu Ricard, à l'époque, il avait 72 ans, il a été étudié, pareil, avec 30 ou 40 000 heures de méditation à son actif. Et les neuroscientifiques se sont rendus compte que Mathieu Ricard avait un cerveau d'une personne de 32 ans. Parce qu'il médite énormément et du coup, ça réduit... ça ralentit le vieillissement des cellules du cerveau, mais des cellules même au niveau du corps. On va dire que la méditation, ça peut aussi développer la mémoire, l'attention, la concentration, la détermination, effectivement réduire le stress. Quand on est habitué ou quand on a le réflexe de méditer quand on stresse, finalement, ça ralentit le taux de cortisol qui rentre dans le corps et puis tout de suite, on va contrecarrer le cortisol et finalement, on va stresser beaucoup moins. En tout cas, le cortisol va rester beaucoup moins longtemps dans le corps qu'une personne qui serait en colère et qui va produire du cortisol et qui va pas pouvoir s'en débarrasser pendant 4-5 heures. Donc la méditation, effectivement, a énormément de bienfaits. Malgré nous, sans vraiment rechercher ça en particulier. Et c'est vrai que même chez les enfants, j'ai l'impression que c'est un peu une clé aussi pour le bien-être de l'enfant dans les périodes qui sont difficiles, justement. Est-ce que tu conseilles aux parents d'éduquer un petit peu les enfants à la méditation? Toi, je crois que tu es maman aussi, non? Il me semble. Oui, exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place avec tes enfants ou pas spécialement? Est-ce que tu conseilles aux parents? On sait comment ça se passe, des fois il y a du harcèlement, les enfants entre eux, c'est très difficile. Et on a aussi un monde figé à cet âge-là. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est très intéressant pour les enfants à mettre en place et de pas attendre, comme tu disais, toi, par exemple, d'avoir des problèmes dans la vie pour créer cet état un petit peu et cette routine méditative? Exactement. C'est vrai qu'on peut voir on va dire, pas mal d'écoles à travers le monde, ils enseignent la méditation. Alors, en France, ça arrive doucement, mais sûrement. C'est pas évident d'aller enseigner la méditation comme ça dans des classes quand on n'est pas enseignant. C'est difficile d'être invité. Alors j'y vais de temps en temps quand je suis invitée et que j'arrive à être, avoir quelques minutes avec des enfants. Mais sinon, l'éducation nationale est assez fermée là-dessus. Et je me dis c'est dommage parce qu'en fait, si on apprenait simplement à l'enfant de reconnaître ses émotions, de les analyser, de les accepter, de les transformer, de donner des clés et même en termes de neurosciences et de théorie polyvagale, de dire là je suis en sympathique mais je vais revenir en ventral, etc. Je trouve que pour moi c'est des matières qui sont aussi importantes que les maths, le français, l'histoire géo. Donc apprendre à être
plutôt que faire des maths, faire du français. Voilà, pour moi, c'est essentiel. Donc, comme on n'a pas vraiment accès à ça avec l'éducation nationale, quand je peux le transmettre dans des conférences qu'il y a des jeunes ou dans des écoles d'ingénieurs, m'adresser aux jeunes dans des lycées, tout ça, je me dis, mais c'est génial parce que ça peut changer tellement de choses, ne serait-ce que sur le regard sur la compassion et l'empathie, quand on est hypersensible et on en voit de plus en plus chez les jeunes, de se dire, ah, mais si je développais le voile de la compassion plutôt que l'empathie, ben peut-être que je souffrirais un peu moins, peut-être que j'aurais un regard plus positif sur la société, sur mon futur, sur le futur en général. Donc voilà, tout ça, il y a tellement à apprendre aux jeunes, il y a tellement à faire, mais ça peut être que positif. En tout cas, des parents qui aimeraient transmettre ça aux enfants, ça peut être que positif. Et est-ce que on pourrait être entre parenthèses, le lama de ces enfants, ou est-ce que tu déconseilles ça? Oh ben, on peut toujours transmettre aux enfants. Après, on n'est jamais, en tant que parent, on n'est pas forcément la meilleure personne. Lama ou pas lama d'ailleurs. Ça marche. Je te on t'a perdu, Ernest. Je sais pas si le téléphone, il se passe quelque chose. Tu la vois, Tu n'as plus Vincent? Est-ce que vous Ah, ça y m'envoyez est, là? Voilà, ça y est, tu es de retour. Tu peux noter, Vincent, s'il te plaît, Ok. 1h35. Ouais, 1h35, il y avait 1h23 aussi. Ok. Donc, on trouvera tout ça. Ouais, pas de souci. Peut-être que t'as encore une dernière question, Vincent, encore Non, mais en parlant des enfants, c'est vrai que c'est super intéressant. Nous, on n'est pas encore père, tous les deux avec Alexandre, et bon, c'est quelque chose qui est super intéressant à envisager. Et je crois qu'il y avait Mathieu Ricard qui disait si on apprenait la méditation à toute la nouvelle génération de nos enfants, on pourrait en fait éradiquer la violence en fait. La violence dans le monde. Ça, c'est le Dalai Lama qui dit ça. Ah oui. Et on s'aperçoit qu'en Inde ou dans certaines écoles tibétaines, puisque la plupart des Tibétains sont réfugiés en Inde, on se rend compte que les enfants qui apprennent à méditer tout petits là-bas ont un sens d'ouverture d'esprit, de tolérance, de non-jugement, d'acceptation de l'autre. Et puis ils sont j'ai vécu 3 ans en Inde, donc on voit, c'est quand même un pays pas évident, avec peu de moyens. Et pour moi, c'est presque les enfants les plus heureux au monde, c'est-à-dire qu'ils ont une telle richesse à l'intérieur que finalement le manque de richesse extérieure les affecte très très peu. Et ils ne sont pas dans la compétition comme en Occident, à vouloir plus, je veux ci, je veux ça. Ils ont un sourire, ils ont très peu. Et voilà, c'est un enseignement très fort et très riche. Et on devrait peut-être de temps en temps emmener nos enfants à la rencontre de ces enfants qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont énormément à l'intérieur. Ça me fait penser un petit peu. Non, mais c'était. Je reviens, j'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka et donc je pense que c'est un peu similaire. Ces gens, on dirait que la méchanceté n'existe pas. Et sur ta réflexion, que finalement la méditation, c'est vraiment quelque chose que j'apprends avec toi. Que c'est pas qu'une démarche personnelle, mais vraiment une démarche altruiste vers les autres. Nous, dans notre société qui est assez individuelle, finalement, tu retrouves quelque chose de collectif, une compassion dans ces peuples-là, c'est très très changeant, quoi. Exactement. Et moi, j'avais une question par rapport à un petit peu ce mode de la recherche du bonheur qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup de livres par rapport à ça. C'est quoi ta philosophie un petit peu par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression qu'en recherchant le bonheur, on ne le trouvera jamais. Toi, Ça, c'est sûr. Toi, comment justement Mais non, mais quand on est à la recherche, Ouais. c'est ça, quand on est à la recherche perpétuelle de quelque chose, dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est illimité et vaste, donc il sera jamais satisfait, puisque voilà, il est immense. Donc même si on achète ça, plus ça, plus ça, plus ça, on n'arrivera jamais à combler le ciel ou à remplir le ciel. Donc d'être sans arrêt à la recherche de ci, et il me faut ci, il me faut ça, une voiture, une maison, mais quand j'aurai la maison, il me faudra un jardin, mais quand j'aurai le jardin, il faut... Et on veut toujours plus, et le plus n'apporte pas le bonheur. Et on se rend compte que souvent, une personne qui vit avec peu ou un mode de vie un peu épuré,
Finalement, elle a pas de soucis, elle a pas de voiture, mais du coup, il n'y a pas de problème. Et le fait de voir ces maîtres ou ces lamas ou ces moines qui vivent avec peu de choses et qui sont heureux, c'est aussi un bel enseignement. Donc le bonheur pour moi, c'est vrai que quand je vois tous les livres, la recherche du bonheur, la quête du bonheur, le machin, le truc, je me dis waouh, mais qui Ouais, va ça, atteindre ça? Enfin, qui va réussir à avoir ça? Donc pour moi, le bonheur, c'est s'adapter et s'adapter les moments positifs. Et quand c'est un peu moins positif, d'essayer de se relever le plus vite possible, le mieux possible, et de se dire qu'on a les richesses à l'intérieur, les facultés à l'intérieur, on a tout à l'intérieur, et il faut développer ça plutôt qu'essayer de développer à l'extérieur. Ben, je pense qu'on a été quand même assez complet, donc un grand merci Hermès pour cet épisode. On a pris énormément de plaisir avec Vincent. Tu nous as vraiment bien aiguillé sur la méditation. J'espère que les auditeurs auront pris du plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et aussi nous mettre si vous allez vous lancer, si vous méditez déjà, c'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Hermès, ça sera hyper intéressant. Merci à Vincent et merci à Hermès et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. merci Hermès. Salut. Bye bye!